présente Olivier Bégin-Cahouette, titulaire de la chaire de recherche du Canada en enseignement supérieur comparé et international. Je suis accompagné de Fernando Daniels, qui est directeur du développement de l'Organisation universitaire interaméricaine, de même que Maria Joaquín Rojas de l'Université Playa Ancha au Chili, Marcel Tessa, professeur à l'Université de Los Lagos, directeur de l'IESED, Institut interuniversitaire de recherche en éducation, aussi au Chili, et Ricardo Pérez Mora, professeur à l'Université de Guadalajara. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation en 4 points. D'abord, je vais commencer par parler d'enseignement supérieur comparé et international, retombées et enjeux. J'ai l'impression qu'il y a des choses que je vais dire dont on a déjà parlé. Par la suite, nous aurons Fernando qui va nous parler du rôle des associations interaméricaines dans le développement de l'enseignement supérieur. Puis, nous passerons à Jacqueline et Marcel pour les facteurs ayant façonné la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur publics au Chili. Et finalement, avec Ricardo, nous allons parler de transformation de la production de connaissances face aux défis contemporains. Voilà. On commence. Bon, peut-être que c'est une définition qu'on aurait pu mettre au début de l'après-midi. L'internationalisation, la plupart d'entre vous connaissez cette définition, il y en a plein, mais en gros, le processus d'intégration d'une dimension internationale interculturelle ou planétaire dans les objectifs, les fonctions, les services, la gestion de l'enseignement supérieur. Et DeWitt et ses collègues ont ajouté en 2015, dans le but d'augmenter la qualité de l'éducation et de la recherche et de contribuer de manière significative à la société. L'internationalisation, c'est un processus, c'est abstrait, mais ça prend acte ça s'opérationnalise dans des activités internationales. Marianne en a parlé des activités internationales qu'on peut regrouper sous 4 grandes catégories. La mobilité des personnes, la mobilité du savoir, la mobilité des établissements et les internationalisations, on va dire, sur le campus, bref, sans mobilité, entre guillemets. L'internationalisation a plusieurs retombées. Les retombées qu'on peut caractériser, c'est un peu les termes que Mike utilisait, là, désolé pour les anglicismes, donc académique, économique, socioculturel, politique. On sait, et Marianne en a parlé, qu'en matière de recherche, l'internationalisation peut accroître la production scientifique, augmenter le nombre de citations de chercheurs. On sait qu'en matière d'enseignement, ça peut contribuer à l'engagement et à la motivation des personnes étudiantes, mais aussi à leur réussite éducative. Je ne sais pas si on pourrait peut-être... merci. Il y a aussi des retombées économiques. Hein? Bon, là, les données ne seront plus les mêmes, mais jusqu'en 2023, juste les étudiants internationaux, ça rapportait 36 milliards de dollars au Canada, quand même. Mais dans le milieu collégial, on le sait, hein, puis pas juste au collégial, mais une étude à l'ICO Conseil l'avait montré, ça permet de faire survivre des programmes en baisse d'effectifs. Il y a des retombées socioculturelles, notamment le développement de compétences interculturelles, on en a parlé dans une autre présentation, et il y a des retombées politiques hein, pour accroître la réputation d'un établissement, pour accroître la réputation d'une juridiction, que ce soit dans le cas d'une juridiction infranationale comme l'est le Québec, ou d'un pays en entier, ou d'une région en entier. Mais l'internationalisation, ce ne sont pas que des retombées, ce sont aussi des enjeux. Et je pense qu'il est de plus en plus clair, du moins depuis 2015, il y a beaucoup d'articles critiques qui écrivent sur l'internationalisation et il faut en tenir compte. D'abord, il y a toujours un risque de marchandisation de l'enseignement supérieur. Hein. On recrute notamment des étudiants internationaux pour des impératifs économiques, des fois plus qu'académiques ou autres. Et ça amène, puisqu'il y a une course hein, au profit, bien, ça amène des pratiques qui sont très questionnables, notamment de la part de certaines agences de recrutement. Mais au-delà de ça, il y a aussi, à travers l'internationalisation, le renforcement d'inégalités qui existent jusqu'à créer des hiérarchies entre les États, entre les établissements, entre les chercheurs, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Il y a des périphéries économiques en enseignement supérieur, des pays qui n'ont pas les capacités d'avoir les mêmes infrastructures, qui vont moins accueillir d'étudiants étrangers. Leurs étudiants, leurs meilleurs cerveaux vont s'en aller et ils vont être maintenus dans un état de dépendance. Il y a des périphéries linguistiques. L'internationalisation a amené une homogénéisation, une progression de l'anglais, ce qui fait qu'il y a des pays et des langues qui sont moins communes, qui ont de plus en plus de difficultés. Et des fois, ce n'est pas juste des langues qui sont moins parlées. Des langues comme le français, qui est quand même la 5e plus grande langue parlée au monde, peut aussi avoir des enjeux en matière de maintien de protection. Il y a aussi, on parle d'internationalisation, mais il y a une tendance quand même à avoir une forme d'occidentalocentrisme
en recherche et en enseignement, des universités qui ne veulent conclure des ententes de coopération qu'avec des universités du Nord ou de l'Occident, ou encore lorsqu'on utilise des livres, même qu'on soit dans peu importe le contexte géographique où on est, on va utiliser les mêmes ouvrages des mêmes chercheurs occidentaux et du Nord global. Il y a des enjeux en matière de EDI, notamment en mobilité sortante, on l'a vu, mais il y a une minorité privilégiée qui a accès à la mobilité. C'est un enjeu. Et il y a toute une notion, une préoccupation pour l'écologisation aussi, parce que l'internationalisation, lorsque ça implique de la mobilité, ben, ça implique aussi un impact, une empreinte carbone. Une étude de 2019, avant la COVID, disait que la mobilité étudiante, incluant le recrutement entrante et sortante, seulement cette activité-là, c'était 14 mégatonnes de CO2 par année. Donc, c'est gigantesque. Donc, il faut réfléchir à ces enjeux-là et réfléchir à comment on peut faire de l'internationalisation, de la coopération autrement. Je passe donc au contexte interaméricain parce qu'on est passé, je mon entonnoir, on arrive à notre contexte, à notre présentation. Je mets la table, après ça, je me tais. Le contexte interaméricain est fascinant. C'est 44 millions de personnes qui étudient à l'enseignement supérieur dans les Amériques. C'est plus de, ou près de 22 000 établissements d'enseignement supérieur, universités et autres. En plus des 1000 langues autochtones, il y a 4 langues européennes qui ont un statut officiel, espagnol, anglais, portugais et français. Donc, il y a une grande diversité dans les Amériques. Mais il y a des enjeux. Il y a des inégalités marquées à l'intérieur des pays et entre les pays. Il y a des endroits où la démocratisation n'est pas achevée. Il y a une dépendance dans plusieurs pays des Amériques envers le secteur privé et, dans certains cas, un sous-financement du secteur public. La coopération sud-sud, il y en a qui y travaillent fort et on va en parler, mais ça demeure limité. Il y a quand même une force d'attraction très forte du Nord, États-Unis, Canada, sur le reste du continent. Il y a une fracture numérique, des tensions autour de la gouvernance universitaire. Bref, c'est ce que les organisations internationales que j'ai citées relèvent. Et dans tout ça, parce que l'enseignement supérieur est au cœur de ce processus de rétablir la mobilité sociale, de la démocratisation, de la coopération, l'enseignement supérieur est au cœur du développement de ces sociétés-là, il y a un besoin de renforcer la formation et la recherche sur l'enseignement supérieur, comme un objet de formation et d'études qui permet après ça d'encourager, de soutenir le développement des sociétés. Je souligne 2 citations, je vais y aller rapidement, mais l'UNESCO disait qu'il y a un besoin urgent de renforcer la recherche et la production de connaissances sur l'enseignement supérieur en tant que tel. Je vais tout de suite passer à la prochaine. La Banque mondiale disait l'absence de recherche rigoureuse et d'évaluation à l'échelle des systèmes limite la capacité des décideurs à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les réformes de l'enseignement supérieur. Les 2 organisations lancent un appel, on doit travailler. Et ce qui est magnifique, c'est que nous associons et nous allons en ce sens. D'abord, des initiatives que je vous présente, donc très concrètes, avant de céder la parole. Nous sommes, et avec d'autres, en train de consolider ce réseau interaméricain d'études de l'enseignement supérieur. En fait, c'est plus que ça, c'est le réseau interaméricain de formation avancée et de recherche sur l'enseignement supérieur, le INTERRED. On va peut-être même en pouvoir en parler plus tard au cocktail ce soir, mais on est en train de créer ce réseau qui regroupe des universités et des centres de recherche dans plusieurs pays des Amériques, du Nord, central et du Sud, francophones, lusophones et hispanophones, dans l'objectif de renforcer les programmes de cycle supérieur, notamment les programmes qui portent sur l'étude de l'enseignement supérieur, promouvoir la collaboration internationale en faveur d'une recherche d'excellence sur les enjeux prioritaires dans les Amériques, développer une perspective internationale dans la formation avancée et la recherche dans l'enseignement supérieur, et établir un espace interaméricain de dialogue, d'échange, de coopération autour de pratiques exemplaires. On essaie du moins dans ce réseau de déconstruire une dynamique de centre et périphérie parce qu'on essaie de se placer dans une relation plus mutuelle et égalitaire, espérons-le. En plus de ça, on veut favoriser la formation avancée en enseignement supérieur et la compréhension entre les peuples. Et une des façons dont on a trouvé de le faire, c'est cette fameuse école interaméricaine sur l'enseignement supérieur, l'ECS, qu'on a tenue en 2025 au Costa Rica. Vous avez la petite photo ici. On avait 36 doctorants de 20 établissements dans 9 pays qui y ont participé. C'est une activité de formation intensive, trilingue. Et on répète l'expérience du 21 au 28 octobre à Santiago, au Chili. Et en 2027 sera à Guadalajara,
et si vous voulez la primeur en 2028 chez nous au Québec. Donc, voilà, je vous donne toutes les primeurs plusieurs années à l'avance. Mais donc, c'est ce qu'on essaie de faire, renforcer collectivement des doctorants de partout dans les Amériques qui s'intéressent à l'enseignement du web et qui viennent se réunir et apprendre collectivement sur des enjeux avec des experts de pointe de partout dans les Amériques. C'est ce qu'on essaie de faire. Je cède maintenant la parole à mon collègue Fernando Daniels. Ah, pas besoin. Wow! Non, non, ça va, ça va. Merci. Oui, oui, mais non, merci à Olivier pour l'invitation et merci aussi pour la contextualisation. Je pense qu'il a pas seulement servi la table, mais il a vraiment mis tous les enjeux de l'internationalisation de la coopération interuniversitaire. Donc, je vais vous présenter le travail qu'on fait dans une organisation, c'est l'organisation universitaire interaméricaine, oui. Et c'est un réseau continental au niveau de l'enseignement supérieur. Je vais partager qu'est-ce qu'on fait, les défis, à quoi qu'on s'adresse et aussi quelques apprentissages qu'on a eu. D'abord, qui est l'OI? Qui sommes-nous? L'OI, c'est une association d'établissements d'enseignement supérieur. On a un peu plus de 400 établissements d'enseignement supérieur partout dans les Amériques, et ça, c'est une caractéristique principale. Actuellement, on est la seule organisation, association universitaire qui est présente dans toutes les Amériques. Donc, on a des membres dans 28 pays du continent. Et on a 45 ans d'existence. Et bon, c'est intéressant parce que à l'origine, oui, on a allié cette fois ici avec l'Université du Québec à Trois-Rivières parce que l'OUI est né avec le recteur Gilles Boulet, qui était le premier recteur de l'UQTR. C'était un projet de coopération entre l'UQTR, à ce moment-là, était l'Université du Québec, qui était le président de l'Université du Québec, avec l'Université du Costa Rica. Donc, il rêvait avoir une association d'universités dans les Amériques qui pouvaient partager de cette expérience. Donc, on est vraiment lié à cette place ici. Donc, notre objectif, la vision que ça tient toujours, c'est vraiment de créer un espace de collaboration horizontale entre les universités. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et surtout, ce qu'on dit depuis, ça fait 45 ans, que c'est d'inclure une approche interaméricaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça rend particulier à l'OI? D'abord, c'est la question du membership. Parce que c'est un membership, on dit, radicalement diversifié dans le sens qu'on n'est pas un club d'université, non. On n'est pas non plus un club de lecteurs. On est une association qui regroupe des universités appartenant à différents secteurs. Donc, on a des grandes universités, par exemple, l'Université de Guadalajara, que je pense qu'il y a 150 000, 200 000 étudiants, mais on a aussi des petites universités de 6 000, 10 000 étudiants. On a des universités privées, que c'est la plupart de nos memberships, mais on a aussi des universités privées. On a des universités laïques, mais on a aussi un recrutement important des universités professionnelles laïques. Donc, c'est vraiment un regroupement des universités de différents types, de différentes catégories. Donc, l'autre chose qui mentionnait, tantôt que mentionnait Olivier, c'était les langues de travail. Nous, on travaille dans les 4 langues. Je pense que c'est beaucoup dit les 4 langues officielles, oui, parce que c'est-à-dire, si on dit officiel, c'est comme si on laisse les 1000 langues autochtones dans les continents. Il y avait un collègue qui me disait aussi qu'on parle l'hollandais ici, parce qu'il y a la Guyane qui parle l'hollandais. Mais en tout cas, on parle en espagnol, en portugais, en anglais et en français, évidemment. Le secrétariat est ici à Montréal, mais c'était pas ici, au Québec, est à Montréal, parce que pour ce rapport historique avec les réseaux de l'Université du Québec. Donc, on est logé à l'intérieur de l'Université de Montréal. Et ça, c'est pas mineur de travailler dans les 4 langues, parce que si vous allez voir que quand on dit travailler en réseau, il y a vraiment un aspect de confiance, un aspect de rapprochement, et ça passe beaucoup par la langue. Donc, on est une institution, on n'est pas obligé de parler seulement en anglais dans nos réunions, mais on essaie, dans la plupart des cas, de parler dans la langue du pays. Un autre aspect important, c'est la coopération horizontale. Donc, nous, on s'est défini comme une association qui promeut la coopération horizontale entre nos universités membres. Oui. Et cette coopération horizontale, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a pas une hiérarchie nord-sud,
qu'il n'y a pas une hiérarchie grand-petit, c'est-à-dire que quand on est assis dans une table, on peut avoir une grande université canadienne de recherche qui partage la table avec une petite université dans une petite île des Caraïbes. Et dans notre contexte, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes votes, ils ont les mêmes possibilités de communication. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Et donc, c'est ça, on n'est pas un réseau d'élite académique, on est vraiment une association de coopération horizontale. Et bon, pourquoi un modèle de fonctionnement en réseau? Parce que finalement, le réseau, les structures. Hein? Mais surtout quand on a des universités qui ont beaucoup de muscles, c'est-à-dire qui sont assez grands, et des fois, on se dit, mais pourquoi une université qui aurait les moyens d'internationaliser, d'avoir des partenaires, etc., qu'est-ce qui apporte une association comme l'OI? Donc, d'abord, qu'est-ce qui apporte un réseau? Si on parle de réseau comme une structure. D'abord, une question d'échelle continentale. Oui, donc, je vous ai dit, on est présent dans 28 pays du continent. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte le travail en réseau qui n'est pas facile pour les universités, même pour les grandes universités, c'est d'avoir une masse critique qui peut influencer les politiques. Et quand on dit politique, on ne réfère pas aux politiques qui est publique, non? Parce que des fois, on influence beaucoup de ces stratégies institutionnelles, des politiques institutionnelles, de différentes initiatives. Donc, le fait de travailler en réseau, ça rend une possibilité d'influence politique que des fois une institution seule ne peut avoir comme une question comme de légitimité. Il y a aussi, ce qui apporte le réseau, c'est la diversité des contextes. Donc, le fait de travailler dans quatre langues, oui, on travaille dans des contextes de diversité réelle. Et par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Brésil, l'Amérique latine, mais nous, en Amérique latine, le Brésil et l'Amérique latine, c'est comme avoir deux continents différents. Hein? Parce que nous, en Amérique latine, on ne connaît pas le Brésil, et le Brésil ne connaît pas l'Amérique latine, évidemment, on a des histoires différentes, on a des contextes différents, et ça, de rapprocher ces aspects-là, c'est vraiment important. Hein? On parle par exemple des îles de la Caraïbe. Je ne sais pas combien d'entre vous ont travaillé avec une université dans la Jamaïque, Barbados, etc. Donc, c'est vraiment, on ne connaît pas ce monde anglophone, francophone, hispanophone de la Caraïbe. Donc, ça donne la possibilité de la diversité de contextes. Aussi, le fait de travailler en réseau, ça donne une continuité institutionnelle. Oui. Et on a discuté aujourd'hui sur cet aspect-là, c'est-à-dire nous, on travaille maintenant dans cette initiative de l'école doctorale. Oui, évidemment que c'est une initiative qui est épaulée, qui est promue par nous, les représentants institutionnels, mais c'est quelque chose que si demain, je ne sais pas, Olivier ou moi-même, on quitte l'organisation, il y a une forte possibilité que ça continue. Donc, ça, c'est une chose qui apporte le travail en réseau. La légitimité, ben, nous, on fait appel pas seulement avec les universités qui sont nos membres, mais aussi avec d'autres types d'organisations. Oui? C'est-à-dire des organisations de financement, des banques de développement, des ministères de l'éducation, des secrétariats, etc. Donc, et le fait de je ne dirais pas de représenter 400 universités parce qu'on n'est pas les représentants, mais le fait d'associer 400 universités, ça donne comme une possibilité de se positionner vis-à-vis d'autres types d'organisations, que pour une université, ça serait beaucoup plus difficile, ou mettons que ça donnerait pas le même effet. Et aussi, il y a une question qui apporte le réseau, que ce n'est pas mineur, c'est une plateforme partagée, donc et ça réduit les coûts de coordination. Nous, à l'école doctorale, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Évidemment que si c'était une organisation seule organisée, l'école doctorale, ça serait vraiment un travail immense. Mais le fait de partager le travail entre 3, 4, 5 partenaires, ça rend la tâche beaucoup plus légère. Bon, je vais vous présenter brièvement le programme, pas dans l'optique de promouvoir le programme, oui, non, mais plutôt promouvoir comment est-ce que nous, les programmes, c'est comme une preuve de comment on essaie de bâtir un écosystème de coopération. Je vais surtout miser sur 4 types de programmes différents, donc un programme sur le leadership institutionnel, un autre sur l'équité et l'inclusion, éducation collaborative et innovation.
Donc, je ne vais pas m'arrêter dans chaque programme, oui, ce n'est pas l'objectif, mais c'est juste pour vous présenter comme un aperçu. Nous, on a un programme qui s'appelle l'Institut de gestion de l'université universitaire. C'est un programme emblématique, c'est l'IGLU, c'est un institut qui forme des leaders universitaires sur la question de la gestion stratégique des universités. C'était le programme qui a presque la même existence que le WI, donc une quarantaine d'années en fonctionnement. C'est ça qui nous a permis aussi d'avoir comme une racine à l'intérieur des universités parce que dans l'IGLU, on forme des doyens, des vice-recteurs, des gens qui sont maintenant dans le conseil de direction et on forme aussi la relève dans les universités. Donc, pour nous, c'est vraiment important. C'est un point d'ancrage dans tout le travail dans l'écosystème universitaire à l'échelle continentale. On a un programme qui s'appelle Emulier, c'est un réseau de femmes leaders en éducation supérieure. On a récemment, je pense qu'on a un peu plus de 200 femmes leaders, des femmes qui ont atteint des postes de direction. Oui. Probablement que dans le contexte québécois, c'est moins critique que dans certains autres pays où on voit vraiment une sous-représentation des femmes au niveau des postes de direction. Et le fait de créer ce réseau-là, de partager des expériences, qu'est-ce que ça fonctionnait, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour une femme de se rendre jusqu'à un poste de direction. Donc, ça crée pas seulement une formation, mais la possibilité de partager une expérience qui peut être reproduite dans d'autres contextes. Bon, l'école doctorale, je pense qu'on va en parler tantôt, donc je vais m'arrêter sur l'école doctorale, mais c'est dans le fait effectivement de pouvoir former ces masses critiques de personnes qui sont dans la formation avancée et la recherche en enseignement supérieur, que probablement vous le savez très bien, et le secteur de l'éducation, c'est pas un secteur qui regroupe beaucoup de chercheurs au niveau continental. Donc, je pense que c'est vraiment des choses qui commencent à apparaître. Donc, c'est important de pouvoir consolider ces réseaux de chercheurs au niveau de l'enseignement supérieur. Et je vais vous montrer votre programme. Ça, c'est notre programme immobilier. C'est l'espace de mobilité virtuelle en enseignement supérieur. Pour parler tantôt sur la question des cours COI. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé. On avait développé une plateforme. C'est un projet formidable parce que c'est vraiment représentatif de ce qu'on peut faire avec le travail en réseau. Donc, on a commencé avant la pandémie, on a commencé en 2018 avec un petit réseau des universités colombiennes en Colombie qui voulait démontrer au ministère de l'Éducation que la mobilité virtuelle faisait partie de l'internationalisation. Parce qu'à l'époque, le ministère n'acceptait pas, quand les universités recueillaient des statistiques sur l'internationalisation, il n'acceptait pas qu'il s'agissait de choses virtuelles. Donc, c'était vraiment la mobilité physique. Alors, il voulait démontrer au ministère que oui, que la mobilité virtuelle était l'internationalisation. On a commencé à faire une expérience, on a créé une plateforme. Finalement, ça c'est devenu un réseau à l'intérieur de l'OUI, donc un réseau qu'on a à peu près comme 130 universités associées, où chaque université offre, oui, un certain nombre de places dans les cours. Par exemple, moi, comme université, je offre un cours en gestion environnementale et dans ces cours-là, je vais offrir 5 places pour la mobilité. Oui. Donc, le principe, c'est que ça ne doit pas, ça demande pas un coût ni pour l'université qui envoie l'étudiant, ni pour l'université qui reçoit. Donc, c'est comme une bourse de cours finalement. Oui, donc chacun met un cours et a la possibilité de choisir parmi les cours qui sont en ce moment-là dans la bourse. ¿Sí? Alors que normalement, à chaque semestre, il y a facilement comme 2000 cours de formation qui sont dans le réseau. Donc, il y a vraiment une grande possibilité et ça ne demande pas, et ça ne représente pas un coût additionnel pour les universités. Et vous savez très bien, la mobilité physique de ces statistiques qui le montrent, c'est vraiment une chose minime. Donc, une université performante n'atteint pas 3-4% de mobilité. Donc, vraiment, la mobilité, ça crée une inéquité. Donc, c'est seulement 4% des étudiants qui sont capables d'avoir une expérience à l'extérieur de ce qu'on fait avec les 90% des autres étudiants. Évidemment que ce n'est pas la même chose de prendre un cours virtuel que de prendre l'avion, de faire un séjour pendant 6 mois
à l'étranger, mais du point de vue de l'intégration dans les processus de formation des perspectives internationales, ça peut donner des effets importants. Donc, pour moi, c'est vraiment un projet très représentatif de ce que ça donne le travail en réseau. Et c'est le plus, sur les modèles éducatifs innovants en enseignement supérieur, c'est vraiment un appel qu'on fait aux universités pour partager des expériences sur divers aspects de l'enseignement supérieur, des fois des aspects de la gestion, des aspects de l'apprentissage, de l'enseignement, etc. Et c'est l'opportunité pour présenter des expériences qui ne sont pas conçues dans la perspective de recherche, de publication ou de présenter quoi que ce soit. Mais c'est vraiment des expériences internes que des fois on donne la possibilité de présenter ces expériences-là et ça permet la visibilité pour l'expérience, la publication parce qu'on publie aussi l'expérience, mais surtout ce qui est plus important c'est le partage de l'expérience parce que suite à la présentation, on reçoit beaucoup d'appels des universités qui disent moi, je serais intéressé de compter un peu plus en détail qu'est-ce qu'ils font. On l'a fait l'année dernière sur la question de l'intégration de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur. On va la faire cette année sur l'analytique des données en enseignement supérieur. Donc, on essaie d'être à l'affût de ces tendances et voir qu'est-ce que les universités sont en train de faire. Et ici, pour terminer le programme, c'est un programme d'accompagnement sur la question de la virtualisation et la formation hybride. Alors, maintenant, la question des espaces interordres, que je sais que c'est très important dans le contexte québécois, oui, et comment est-ce qu'on opère à ce niveau-là? Et on opère à deux niveaux. D'abord, la question au niveau interne. Comme je l'avais mentionné, nos membres, c'est des universités de différentes catégories, donc public, privé, grand, petit, laïque, professionnel. Donc, ça donne vraiment un travail inter-ordre à l'interne de notre membership. Au niveau externe, donc, on réunit les universités, mais on crée des ponts, des liens de coopération avec des ministères de l'éducation, des agences de financement, des agences d'accréditation, des organismes internationaux comme la BID, la Banque interaméricaine de développement, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'OEA, etc. Et aussi avec les associations universitaires qui soient au niveau national ou au niveau régional. Donc, ça permet aussi cette interaction avec d'autres partenaires et d'autres acteurs clés dans l'écosystème de l'enseignement supérieur. Donc, c'est une articulation autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Maintenant, probablement que c'est un apport important du travail en réseau et probablement c'est là qui est plus représentatif que le travail en solitude que pourrait faire une université, c'est d'aborder les grands défis contemporains. Et moi, je mentionne, mettons que c'est comme les aspects sur lesquels on a organisé nos différents programmes, oui, et sur lesquels on travaille de façon plus intense. D'abord, la question de la qualité d'internationalisation. Donc, comme je le disais dans le contexte Olivier tantôt, dans le contextualisant, maintenant, l'internationalisation, ce n'est pas une question de mobilité, ce n'est pas une question de la signature de mémorandum, mais c'est vraiment, ça commence à être lié à une question de qualité. Hein? Et donc, je pense qu'on n'envisage pas actuellement un programme d'excellence qui n'intègre pas une perspective internationale. Et pourquoi? Parce qu'on est en train de former des citoyens du monde. Hein? C'est-à-dire les étudiants conformes, ils vont pas travailler ici dans notre contexte local. Probablement qu'ils vont travailler dans des équipes multiculturelles, qu'ils vont travailler dans d'autres pays, qu'ils vont travailler dans un contexte multidisciplinaire, etc. Et c'est ça qui permet l'internationalisation, précisément d'incorporer tous ces aspects-là. Et une question d'équité et démocratisation, bon, j'avais mentionné la question de nos réseaux de femmes leaders en éducation supérieure, la question des MOVIES comme un espace pour faciliter l'accès à des programmes ou à des expériences que autrement ça marquerait, ça donnerait comme une inéquité dans la formation. Le développement durable, on a un projet axé sur la question de comment les universités contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable. La question de l'éducation virtuelle et l'éducation hybride,
Moi, je pense que s'il y a eu un effet positif de la pandémie, c'est au niveau de la virtualisation. Oui. Parce qu'on voyait qu'avant la pandémie, il y avait plusieurs universités qui disaient probablement j'écoutais des professeurs dire, moi, ce que j'aime toucher l'étudiant. Oui. Probablement, on peut aussi le toucher numériquement. Hein. C'est-à-dire, je pense que la pandémie a démontré que ce n'est pas une question de que je pourrais le faire ou non le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas un plus, c'est vraiment comme un incontournable. L'innovation institutionnelle, bon, je pense que j'en ai parlé déjà, et l'internationalisation inclusive, je pense que j'ajouterais à ce que Olivier a présenté, c'est qu'il y a une nouvelle tendance, et c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur quand on parle d'internationalisation, c'est que maintenant l'internationalisation, c'est pas, évidemment, c'est pas l'approche classique, mobilité, signature des ententes, non plus la question de prestige, parce qu'évidemment, plusieurs universités, il y a une question de prestige, de figurer dans les rangs, mais c'est aussi une question d'internationalisation pour la société. Et c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Donc, comment est-ce que si j'intègre une perspective internationale dans la recherche, c'est pour connaître d'autres expériences qui vont me permettre de mieux répondre à mes problématiques locales. Donc, et ça, c'est quelque chose que j'ajouterais aussi. Et, et là, pour terminer, donc, c'est ce qui rend l'expérience transférable. Bon, je pense que, évidemment, qu'il y a des spécificités quant à l'organisation comme telle, mais ce qui rend transférable une expérience pour le oui, d'abord, c'est la question et la coopération horizontale. Oui, je pense que ce système de gouvernance est important. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que les programmes, les différentes initiatives, ce pas des initiatives qui sont collées aux besoins des organismes, des bailleurs de fonds, mais c'est vraiment collé aux besoins de membership. Et ça, c'est très important. Et donc, pour terminer, évidemment que nous, on n'est pas la réponse aux problématiques de l'enseignement supérieur, mais je pense que c'est une preuve que la coopération horizontale peut donner des résultats. Okay? Merci. Merci. Tu vas le faire? Super. Alors, Marcel Tessa et Jacqueline Rojas. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Marcel Tessa, je suis professeur à l'Université de los Lagos au Chili. Je vais partager une exposé avec ma collègue Jacqueline Rojas de l'Université de Playa Ancha à Valparaíso, au Chili. Jacqueline est aussi directrice d'un projet d'internationalisation de l'Université de l'État. On va parler de cela. Et moi, je suis aussi le responsable, le directeur de l'ISET Chile. C'est un institut de coopération des universités de l'État pour développer la recherche en éducation. C'est une belle plateforme et je vais expliquer de quoi ça parle. Moi, je vais parler et ma collègue, elle va lire pour se sentir plus à l'aise avec le français. Olivier il nous a parlé de la théorie, il nous a expliqué pourquoi il faut parler de l'internationalisation. Fernando, il nous a expliqué quels sont les éléments plus importants, stratégiques du système, dans le cas de l'OI, d'une agence internationale de coopération. Et avec Jacqueline, nous voudrions plutôt expliquer comment ces éléments théoriques et comment les directrices des organisations comme la WI commencent à fonctionner dans un cas spécifique, c'est le cas de mon pays. Et pour faire cela, on va parler de l'IS7 et on va parler des initiatives d'internationalisation qu'on est en train de mener. Jacqueline, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous excuserez ma prononciation. La présentation que nous partageons aujourd'hui n'est pas la simple description d'une expérience ou d'une bonne pratique. Elle raconte comment les universités publiques chiliennes structurent une réponse stratégique pour relever le défi de la internationalisation de la recherche en enseignement supérieur. Tout cela se déroule dans un système mondial et national
sous tension, marquée par des logiques de compétition qui remettent même en question la nature des services publics. Et pour comprendre notre proposition, il est nécessaire d'analyser l'écosystème de l'enseignement supérieur chilien, caractérisé par une grande diversité et une forte fragmentation. Sur les 55 universités actuelles, seules 18 sont publiques. Historiquement, ces institutions ont fonctionné selon une structure qui encourage la compétition pour las inscriptions, les ressources et le prestige, ce qui accentue les déséquilibres entre les régions. Cependant, le cadre légal actuel, la loi 21-094-2018 sur les universités d'État, impose désormais la collaboration. En réponse, l'État a mis en place des financements pour rendre ces mandats opérationnels, notamment à travers les plans de renforcement qui exigent un travail en réseau dans des domaines critiques définis par les règles. Le plan de renforcement des universités d'État est un mécanisme prévu sur 10 ans. Son but est d'améliorer la qualité académique, la recherche et les liens entre nos universités et la société civile. Ce plan finance en partie par la Banque mondiale et le cadre qui nous permet de nous poser la question suivante. Comment privilégier une collaboration face à la compétition administrative? Cette vision s'appuie sur un modèle de coordination systématique entre les universités publiques, porté par l'IESER Chili et soutenu par le financement du ministère de l'Éducation et de l'Agence nationale de recherche. Au-delà de la gestion de fonds, nous avons tracé une trajectoire stratégique, débutée en 2017 avec la création de l'IESER. Ce qui était au départ un réseau de 110 universités s'est renforcé par l'intégration de nouvelles institutions et de chercheurs à l'échelle nationale. Guidé par l'objectif de développement durable ODS 4, une approche transversale de genre et la coopération internationale. Nous sommes passés à une deuxième étape, l'internationalisation. Aujourd'hui, avec 15 universités liées à l'ICER, et un réseau de partenaires étrangers, nous voulons faire de l'université publique un acteur clé de la production de connaissances ayant un impact régional. Notre proposition possède une identité interaméricaine marquée, avec des actions au cœur de ce travail. Le réseau un réseau interaméricain de recherche en éducation, plus qu'une alliance formelle, c'est un espace d'intégration et de création de savoir. Il regroupe des institutions telles que la UI, Guadalajara, Universidad Federal de Bahía, ainsi le LIRES, l'IESER, deux écoles interaméricaines d'éducation supérieure dirigées par le professeur Bejan Kawen. Cette plateforme de formation doctorale itinérante permet aux étudiants de s'insérer dès le début de leur parcours dans une ambiance globale. Des étapes marquantes comme celle de San José au Costa Rica prouvent que l'internationalisation en un visage. Ce sont des doctorants qui partagent des méthodes et des cadres académiques avec leurs pairs du continent. Nous complétons ces actions par d'autres outils comme un observatoire de collaboration et un repositoire international de recherche éducative.
Ces outils favorisent la copublication, la mobilité et les échanges entre étudiants et professeurs. Dans ce modèle, la collaboration n'est pas une simple formalité. C'est la construction de réseaux intellectuels pour garantir un échange durable. C'est surtout un choix politique pour renforcer une vision latino-américaine d'enseignement supérieur avec un sens sur l'équité des gens, car il ne peut y avoir de qualité académique sans justice dans la participation. Dans le contexte qui expliquait Jacqueline, pour peut-être ajouter au niveau historique le fait que jusqu'aux années 80, au Chili, l'écosystème des universités était un écosystème très restreint, très petit. Il y avait les universités publiques traditionnelles et les universités catholiques. Mais une réforme pendant la période de la dictature a fait exploser le système en ajoutant des universités privées et cela a changé tout à fait la logique du système universitaire. Et le Chili aussi, l'héritier d'un système de politique publique, de financement de la science et de la technologie qui est très ancien. Ça, c'est aussi une caractéristique du Chili. Là, le Chili, c'est un pays intéressant à observer et à faire des comparaisons avec les autres pays. Et c'est un système qui est né pour développer surtout une science stratégique, une science visée à résoudre les gros problèmes nationaux du développement. Mais les transformations néolibérales ont fort poussé les politiques publiques pour développer plutôt un système de financement de la science qui encourage la compétition. Hein? Et aujourd'hui, il y a un système qui fait que toutes les universités doivent, de façon presque obligatoire, faire la concurrence, hein, pour développer leurs projets institutionnels. Et, dans ce cas-là, donc, il fallait faire quelque chose. Et ça, c'est l'élément clé qu'on voulait présenter. Donc, l'ISEP Chili, c'est un laboratoire qui essaie de faire ce que les politiques publiques n'encouragent pas de faire, hein, dans le cas de notre pays. Et ça, c'est l'élément clé qu'on voudrait expliquer. L'ISEP Chili, c'est une organisation pourtant créée sous l'égide des universités publiques chiliennes, 18. Aujourd'hui, comme Jacqueline expliquait, il y a 16 universités publiques qui partagent les actions de l'ISEP. Et nos objectifs essentiels sont de mener des recherches scientifiques dans le domaine de l'éducation afin de contribuer à la production de connaissances de haut niveau. Pourquoi ça c'est important? C'est très important parce que il y a dans pas mal d'universités au Chili un système très performant de recherche dans des domaines qui sont très à la mode. Au Chili, par exemple, les sujets de l'astronomie, des métaux, de la chimie, de la biologie. Et dans tous ces domaines-là, les universités chiliennes essayent un peu de, entre guillemets, frimer, hein, en disant on est très performant, par exemple, dans le domaine de l'astronomie, mais personne ne parle de l'éducation. Et c'est un paradoxe très complexe, étant donné que les universités au Chili, dans le système chilien, sont les institutions qui font la formation des professeurs. Dans le cas chilien, c'est pas dans les autres écoles, c'est à l'université qu'on fait la formation des professeurs. Et les universités ne veulent pas parler de l'éducation parce que ce n'est pas un sujet à la mode.
préfère de parler d'autres sujets. Donc, il fallait, à contresens, de développer un ISF qui puisse dire avec clarté qu'il faut mener des recherches scientifiques dans le domaine de l'éducation, et qu'en plus, que les recherches doivent être revêtues d'une logique de qualité. En plus, il faut dispenser une formation avancée de qualité dans le domaine de l'éducation afin d'influencer la discipline, la pratique pédagogique et les politiques publiques. Et dans ce cas, c'est très intéressant de mentionner que aussi, à contresens du système, au niveau du doctorat, l'ISF, ce qu'il a fait, c'est de pousser, d'encourager le développement d'informations doctorales. On a créé un doctorat, un système de consortium, c'est-à-dire on a invité trois universités, l'Université de Payancha, l'Université de Los Lagos et l'Université d'Antofagasta, pour développer un programme de doctorat. Pour vous, peut-être ça c'est très logique, il n'y a pas de nouveauté, mais dans le cas chilien, c'est tout à fait une nouveauté, étant donné que chaque université a la tradition de développer ses programmes. Dans cette logique de compétition, chaque université doit avoir ses propres programmes et donc proposer un système de consortium des universités, c'est-à-dire de collaboration au niveau du doctorat, c'est déjà une grosse transformation. Oui. Est-ce qu'il y avait des doctorats en éducation? Oui. OK, mais propre à chaque Oui, université. oui, non. Il y a des doctorats d'éducation. Malheureusement, les doctorats d'éducation ne bénéficient pas d'une accréditation de haute qualité. De la même façon que les publications, les recherches ne bénéficient pas d'une bonne pondération au niveau du système scientifique chilien. C'est pour essayer de faire face à ces problèmes-là que l'ISF développe ces actions et mettre aussi en œuvre des actions collaboratives et synergiques avec la société en favorisant l'engagement interuniversitaire en faveur des valeurs de l'enseignement public. Nous, on a choisi quelques domaines stratégiques pour cibler l'action et l'énergie de l'IAC. Il y a 5 domaines qui sont le domaine essentiel, l'enseignement et l'apprentissage dans le système scolaire, équité et qualité dans l'enseignement supérieur, formation des enseignants au service de la justice sociale. Il y a un volet théorique aussi, politique, qui pour nous c'est très important. Leadership et gestion des établissements d'enseignement. Aujourd'hui, il y a au Chili de grosses discussions qui sont des discussions et des débats partagés au niveau global sur la capacité, par exemple, des écoles de faire face aux problèmes d'altérité, de violence, etc. Donc, les sujets de leadership, c'est essentiel. Et aussi les politiques éducatives. Le domaine d'action, simplement expliquer la cohérence des domaines d'action que nous avons choisis par rapport à l'exposé de Fernando. Pour nous, l'idée avec le développement de l'action de l'IAC, surtout au niveau international, ce n'est pas de remplacer les actions de collaboration et les actions internationales menées par les universités. Dans le cas chilien, j'imagine que c'est un peu la même chose, parce que toutes les universités au niveau global, il y a les conventions. L'université de Los Lagos signe un contrat, une convention avec l'université de Montréal, et voilà, on peut signaler qu'on a fait l'internationalisation. Nous, c'est pas du tout le chemin qu'on a choisi. Donc, pour nous, les éléments clés sont approfondir les réseaux de collaboration, travailler en logique de réseau,
développer des systèmes d'information. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'expliquer le développement de quelques systèmes, une web sémantique, par exemple, qui fait partie des actions de l'IACEP, mais simplement signaler que les problèmes de l'information, du partage d'informations, c'est un élément qui nous tenons au cœur, hein, qui est très important pour le travail de l'IACEP. Et l'initiative de formation et collaboration, on a déjà parlé, par rapport à l'école doctorale, à pas mal de projets qu'on pourrait mener. Quelle est la logique, hein, qui est essentielle pour le travail de l'IACEP? C'est de passer, de faire une espèce de mutation d'un niveau local, national, international. L'IACEP est né pour faire face au problème de la place de l'éducation dans le système ou bien l'écosystème universitaire chilien, mais très vite, hein, on a pris conscience que pour faire bien un travail local, il fallait travailler au niveau global. Et donc la transition des énergies, des efforts, c'est pas d'ouvrir les bras simplement à des expériences internationales, plutôt d'approfondir le travail local avec un effort de caractéristiques globales. Le défi essentiel qui caractérise le travail de ces réseaux, de cette plateforme, qui est l'IACEP, c'est l'amélioration de la recherche, de l'éducation et de la promotion continue de qualité dans l'enseignement supérieur. Et je ne vais pas lire à nouveau tous les arguments en faveur de l'internationalisation. Et Olivier ça bien expliqué, donc c'est pas nécessaire. Simplement mettre l'accent dans le fait que, à notre avis, le travail de collaboration au niveau international peut faire basculer, hein, l'action de la recherche qui au Chili, c'est une recherche axée sur la logique que viens d'expliquer de la compétition. Et aussi, c'est une recherche axée sur la place du chercheur, hein, en particulier. Pas sur la logique d'une recherche stratégique. Donc, nous pensons que avec les actions qu'on est en train de mettre en œuvre, le travail que nous pouvons développer, c'est de faire basculer une recherche individuelle, dans le cas chilien, par curiosité, vers une recherche qui puisse faire face aux problèmes plus stratégiques de nos pays. Les principes fondamentaux, le modèle de coopération en matière d'internationalisation, à la capacité de faire une complémentarité des capacités existantes, l'internalisation en tant que dimension transversale de toutes les fonctions et tous les niveaux de l'université, fait peut faire face à ces défis. Et pour nous, il y a aussi une option politique. Hein? Et l'option politique, c'est d'approfondir une dimension interaméricaine. Ça, il faut l'expliquer, la tendance au Chili, au niveau des financements, au niveau des bourses d'études, etc., c'est de sortir rapidement aux États-Unis, Allemagne, l'Espagne, parce que c'est plus facile au niveau de la langue. Et on a égaré, hein, on a perdu la capacité de développer des liens avec nos pays qui sont plus proches. ¿Está aquí? ¿No? Ah, ya, se déjà expliqué. Vale, Jacqueline. Il y a aussi, elle a déjà expliqué l'expérience du remboursement de
de l'ISF, de l'école doctorale. Et pour finir, hein, il y a aussi la possibilité de faire un lien avec le site web de l'ISF. Et il y a aussi un travail très intéressant de construction d'une histoire, hein, qui peut être intéressant surtout pour ceux qui développent des recherches comparatives. Merci. Se passe tout complètement. C'est Oui, je m'appelle Ricardo Pérez, je suis de l'Université de Guadalajara. Avant de commencer, je voudrais remercier Olivier Martou pour faire possible cette colloque et pour l'opportunité de participer et partager avec vous mon intervention. Le nom de ma présentation, c'est le rôle social des universitaires et le mode collaboratif de production de connaissances. La présentation fait partie d'un projet d'investigation, d'un projet de recherche financier par la CICIT. La CICIT, c'est le ministère des Sciences et Technologies au Mexique. Et le nom du projet, c'est la fonction sociale de l'universitaire, une approche fondée sur ses pratiques et ses représentations. Il va parler de la première fois, l'identification du problème et la construction de l'autre. En ce moment, on sort dans la première étape du projet, c'est le projet de 3A. Voilà. Et la première réflexion que je vais faire, c'est les contrastes du projet sommet. Et d'un côté, on trouve des avancées extraordinaires dans l'expansion des connaissances, le développement des technologies numériques, de l'intelligence artificielle, l'augmentation de la productivité et la création de richesses, de la connectivité média et circulation instantanée d'informations, etc., etc. Mais de l'autre côté, nous trouvons des défis persistants. Des millions de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté, les inégalités sociales, les inégalités économiques, les crises climatiques, les dégradations de l'environnement, accès inégal à la santé, l'éducation et la technologie. C'est-à-dire, ce qui a été fait il y a 100% n'a ni résolu ni atteint le grand défi de la société. Face à ces défis, nous rencontrons de nouvelles exigences. L'use universitaire et l'use universitaire et la production de connaissances. Il ne suffit pas de produire des connaissances. Elles doivent être utiles, accessibles et socialement pertinentes. Elles doivent circuler au-delà du monde académique. Elles doivent se traduire en action politique publique et innovation sociale. Et selon certains auteurs, en réponse à ces exigences, les modes de production de connaissances se sont transformés en modèles plus ouverts, collaboratifs et participatifs. Si les modes de production de connaissances seront transformés, le rôle de l'universitaire a été transformé aussi. Et pendant longtemps, le travail académique s'est développé principalement à l'intérieur des universités et des centres de recherche. Excusez-moi, la pensée c'est le reste de la temps. Dans des espaces spécialisés et disciplinaires, avec une relative distance par réalités sociales et privilégiant la production théorique et scientifique. Aujourd'hui, on attend de plus en plus des universitaires qu'ils soient en contact direct avec les problèmes sociaux, et collaborent avec les communautés et les acteurs sociaux, et participent au débat public sur le processus de transformation sociale, produisent des connaissances utiles et socialement pertinentes, et favorisent le dialogue entre les sciences, la politique et la société. L'universitaire devient ici un acteur social, un médiateur entre le savoir scientifique et société, un acteur de changement social
un participant dynamique, territorial et communautaire, un promoteur de solutions collectives et indisciplinaires. Cette évolution implique de nouveaux défis, de nouvelles compétences de communication et de collaboration, de plus grandes responsabilités éthiques et sociales, et une écologie, un grand rigueur scientifique et une rigueur sociale. Et on trouve une complexité croissante des professions universitaires. Les professeurs produisent des recherches, forment des étudiants, collaborent avec les communautés et les institutions, participent au débat public, consignent des stratégies de mobilisation des connaissances, génèrent des impacts sociaux concrets. C'est-à-dire, toutes ces tâches, il y a une question importante. Toutes ces tâches devront-elles être effectuées par une seule personne? Pour répondre à cette question, nous avons construit 3 modèles. Le premier modèle, c'est le modèle individuel multifonctionnel. À ce modèle, un même universitaire articule toutes les fonctions académiques. Enseigner, produire de la recherche, diriger des projets, publier, former des groupes de chercheurs, participer à la gestion universitaire, développer des liens avec la société, contribuer à la transformation sociale et à la mobilisation des connaissances. Mais beaucoup de questions se posent. Est-il réaliste qu'une seule personne assume toutes ces fonctions? Toutes les personnes pourraient-elles développer avec la même qualité de l'ensemble des fonctions? Les conditions institutionnelles permettent-elles réellement d'assumer toutes ces responsabilités? Toutes les compétences nécessaires pourraient-elles être réunies chez un même individu? Le deuxième modèle, c'est le modèle individuel spécialisé. Dans ce modèle, une plus grande spécialisation des fonctions académiques et des profils différenciés selon les compétences terrestres. Par exemple, je peux être professeur, mais me consacrer uniquement à la recherche ou uniquement à l'enseignement. Et cela nécessite une reconnaissance institutionnelle de la diversité. De nouveaux défis apparaissent. Comment articuler enseignement, recherche, engagement social, comment éviter la fragmentation du travail académique, qui facilitera la circulation de connaissances, qui coordonnera les collaborations interdisciplinaires et sociales. Le troisième modèle, c'est un modèle collaboratif flexible. Ce modèle cherche à dépasser le modèle individuel multifonctionnel où une seule personne doit tout assumer, le modèle de spécialisation isolé où les fonctions risquent de se fragmenter. Ce modèle cherche à favoriser la spécialisation sans fragmentation. Chaque acteur peut approfondir son domaine. Les chercheurs dans la production de connaissances, les enseignants dans les pratiques pédagogiques, les acteurs de liaison dans l'intervention et la mobilisation des connaissances. Tout est maintenant une capacité de dialogue, une vision commune et des objectifs collectifs. Le but général des synergies entre recherche, enseignement et engagement social, entre universités, communautés, gouvernements et organisations, et entre différentes disciplines et expertises. Un modèle collaboratif est un autre défi. Par exemple, les communications, les coopérations, les collaborations, les principes éthiques et l'engagement social et le soutien institutionnel. Après cette idée, on va parler beaucoup de l'expérience mexicaine. La première chose qu'on trouve est qu'il y a un intérêt croissant pour le rôle social des universitaires dans les politiques publiques, dans les réglementations, dans les programmes de professionnalisation de l'académicien public. Tous ont de plus en plus reconnu et promu le rôle social des universitaires. Les projets s'intéressent
à un programme particulier, le programme de perfectionnement du personnel académique qui propose un profil idéal de l'université. Et cette vision repose sur l'idée que les fonctions universitaires doivent être articulées d'aspects même figure professionnelle qui fait l'enseignement, la production de connaissances, le tutorat des étudiants et la gestion académique liée avec les autres. L'universitaire devient aussi un acteur polyvalent et multifonctionnel, c'est-à-dire le premier modèle qui était mais ce n'est pas possible d'étudier les programmes de profil idéal sans considérer qu'il y a un autre programme et certains souligner la recherche, certains souligner l'enseignement, certains souligner les profils multifonctionnels, les profils intégrés. Et de l'autre côté, certains souligner le travail individuel, de l'autre souligner le travail collectif, etc., etc. Toutes ces provinces comportent des mécanismes d'évaluation qui influent sur les professeurs. Les universitaires doivent se conformer à des politiques de réglementation, à des cultures multiples et complexes. C'est dans ces contextes qu'ils construisent leur rôle et leur profil. Les universitaires doivent donc répondre simultanément à des logiques scientifiques, administratives, institutionnelles et sociales. C'est l'avenir. Nous sommes l'étape actuelle. Et fort de toute la réflexion précédente, nous sommes en train de construire l'objet d'études visant à analyser toutes les complexités auxquelles les universitaires sont confrontés dans la construction de leur profil et partant à comprendre le rôle social. Merci beaucoup pour